Pendant très longtemps, le monde moderne a raconté une histoire simple sur les oméga-3. Si vous en voulez, vous allez vers l'océan, vous allez vers le poisson, vous allez vers les capsules, les gélules souples, les étiquettes, les tableaux de dosage et les promesses éclatantes imprimées sur un flacon. Cette histoire est devenue si normale que presque personne ne s'arrête pour poser une question plus périlleuse. Et si l'une des plantes à oméga-3 les plus importantes au monde n'avait jamais été cachée par la nature? Et si elle poussait déjà dans les cuisines, les parcelles agricoles, les villages de montagne et les jardins maraîchers de toute l'Asie de l'Est? Bien avant que l'industrie des compléments alimentaires n'enseigne aux gens d'où la nutrition était censée provenir. Car bien avant que l'huile de poisson ne devienne une catégorie de produits, il existait une autre source avec une histoire d'un genre très différent. Elle n'est pas arrivée par les laboratoires ou l'image de marques modernes. Et elle n'a jamais été présentée comme une découverte exotique venant du bout du monde. Elle a commencé plus discrètement en tant que graine, feuille et culture domestique tissée dans la vie ordinaire. Et une fois que l'on remonte cette piste, l'histoire moderne des oméga-3 commence à paraître bien plus étroite qu'elle ne l'était au premier abord. La plante est la Aeas lapérie. À certains endroits, elle est connue pour ses graines, à d'autres pour ses feuilles. Au Japon, une forme est devenue étroitement associée au shiso. En Corée, elle s'est si profondément installée dans la culture alimentaire quotidienne qu'elle n'avait pas besoin de s'annoncer comme médicament pour rester importante. En Chine, elle appartenait à une tradition botanique plus ancienne, dans laquelle la frontière entre aliments et remèdes n'a jamais été aussi rigide que le monde industriel moderne le ferait plus tard. C'est la première chose qui importe dans cette histoire. La pérille n'a pas commencé comme un super aliment. Elle a commencé comme une partie de la vie. Et cette différence change tout. Car lorsqu'une plante entre dans l'histoire en tant que chose quotidienne, plutôt qu'en tant que chose miraculeuse, elle laisse souvent des preuves moins spectaculaires derrière elle. Elle n'arrive pas enveloppée dans une campagne de marketing. Elle ne s'accompagne pas d'un brevet. Elle ne s'annonce pas par une date d'invention unique. Elle continue simplement d'apparaître, siècle après siècle, dans l'alimentation, dans l'huile, dans les manuels de traitement, dans les pratiques domestiques, dans des habitudes que les gens cessent d'expliquer parce que tout le monde autour d'eux comprend déjà. C'est pourquoi cette histoire ne commence pas dans un magasin de compléments alimentaires. Elle commence dans une archive plus ancienne. Au début du XVIIe siècle, la Corée a produit l'une des grandes compilations médicales de l'Asie de l'Est, le Dongi-Bogam, achevé sous la direction du médecin Eo Jun en 1613. Ce n'était pas un livre sur une seule plante, mais un système médical bien plus vaste, un compte-rendu de la manière dont une civilisation organisait la santé, les traitements, les substances, le keijis et le corps lui-même. Cela compte parce que cela nous rappelle quelque chose que le monde nutritionnel moderne a tendance à oublier. Au moment où les produits de santé industriels sont apparus, de nombreuses cultures avaient déjà passé des siècles à élaborer leur propre carte fonctionnelle des plantes utiles. La pérille appartient à cette carte plus ancienne, non pas comme une nouveauté, mais comme une chose connue. Et une fois qu'on l'y voit, la version moderne de l'histoire devient plus difficile à accepter, car l'hypothèse habituelle est que la connaissance des plantes a évolué dans un seul sens, de l'obscurité vers la validation scientifique, de l'habitude populaire vers l'importance formelle. Mais la pérille ne rentre pas dans cette chronologie linéaire. Dans de nombreuses régions d'Asie de l'Est, elle s'était déjà culturellement validée, bien avant que l'on apprenne aux consommateurs occidentaux modernes à se soucier des oméga-3. C'est pourquoi la véritable surprise ici n'est pas que la pérille existe. La véritable surprise est la façon dont on a appris à une partie du monde à l'ignorer complètement. Pendant plus de 2000 ans, des formes de Perilla frutescens ont été cultivées et utilisées en Chine.
Au fil du temps, la plante s'est propagée à travers les pratiques culinaires, agricoles et médicinales dans les régions voisines. Différentes parties de la plante étaient prisées pour différentes raisons. Les feuilles, les graines et l'huile avaient chacune leur place dans l'usage quotidien. À certains endroits, la plante était associée à l'arôme, à la conservation, à l'accompagnement du poisson et à l'usage domestique. Dans d'autres, elle était traitée comme faisant partie d'un vocabulaire médicinal plus large reliant la digestion, la respiration, la circulation et les inconforts saisonniers. Cette vaste histoire est importante, mais l'histoire seule ne suffit pas. La question est de savoir pourquoi cette plante à l'aspect ordinaire mérite notre attention aujourd'hui. Et la réponse se trouve à l'intérieur de la graine. Parce que la graine est l'endroit où l'histoire nutritionnelle moderne entre soudainement en collision avec l'ancienne histoire agricole. L'huile de graine de pérille est exceptionnellement riche en acide alpha-linolénique, l'ALA, l'acide gras oméga 3 d'origine végétale, qui n'obtient presque jamais le même prestige culturel que les oméga 3 marins. Même si elle est devenue partie intégrante de la conversation nutritionnelle, bien avant que la plupart des consommateurs ne comprennent la distinction, cela seul rendrait la pérille intéressante. Mais la pérille n'est pas seulement une plante contenant des oméga 3. C'est l'un des exemples végétaux les plus puissants de cette catégorie. Et c'est là que l'histoire commence à basculer. Car une fois qu'une plante passe d'une familiarité culturelle à une mesurabilité chimique, elle devient plus difficile à écarter comme étant du folklore. Soudain, la vieille culture potagère n'est plus seulement traditionnelle. Elle entre maintenant dans le langage moderne des lipides, de la composition, de l'extraction, de la biodisponibilité et de la valeur comparative. Et cela aurait dû être le moment où la pérille a fait sa transition. Cela aurait dû être le point où une plante déjà enracinée dans des siècles d'utilisation passe naturellement dans le courant nutritionnel moderne. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, le récit moderne des oméga 3 s'est figé autour d'une toute autre image. La mer, le poisson, la mythologie de l'eau froide, le romantisme des populations reculées et l'autorité des emballages ultérieurs. Cette version était plus propre et bien plus commercialisable. Elle était plus facile à doser, plus facile à transformer et plus facile à revendre aux gens en unités standardisées. La pérille, par contraste, appartenait à une logique plus ancienne. Elle était encore liée aux champs, aux jardins, aux traditions culinaires, aux goûts régionaux, au pressage des graines et à la familiarité domestique. Elle pouvait être mangée, cultivée, récoltée, incorporée, mémorisée. Elle vivait trop près de la vie ordinaire. Et bien souvent, c'est exactement ce que les systèmes modernes ne savent pas valoriser. Les systèmes modernes savent très bien valoriser ce qui peut être extrait, normalisé, scellé, marqué et reproduit à grande échelle. Mais une plante qui peut rester à la fois un aliment, une herbe, une culture oléagineuse et un fragment de savoir ancestral est plus difficile à faire entrer dans un récit commercial unique. Ainsi, la périlla n'a pas disparu par faiblesse. Elle s'est effacée parce que le monde qui a suivi préférait un type de preuve et de produit plus restreint. Et c'est dans la suite de cette histoire que commence la véritable tension. Car dès que l'on quitte les archives pour s'intéresser à la chimie, au registre culinaire et à l'industrie moderne des oméga 3, il devient évident que la périlla n'a pas été simplement oubliée. Elle était inadaptée au système qui l'a remplacée. Si la périlla n'était restée qu'une curiosité historique, l'histoire s'arrêterait là. Une plante utilisée depuis des siècles, un ingrédient régional. Un autre exemple de savoir traditionnel n'ayant jamais franchi le seuil du monde moderne. Mais ce n'est pas ce que montrent les preuves. Car une fois que les chercheurs ont commencé à analyser la périlla de plus près,
Les chiffres ne se sont pas comportés comme du folklore. Ils se sont comportés comme quelque chose de mesurable. Les graines de périlla contiennent de l'huile, ce qui n'est pas inhabituel. Beaucoup de graines en contiennent. Ce qui importe, c'est la composition de cette huile. Lorsqu'on l'analyse, l'huile de graines de périlla révèle de manière constante une proportion très élevée d'acide alpha-linolénique, l'acide gras oméga 3 d'origine végétale qui se trouve au début d'une chaîne métabolique bien plus vaste. C'est ici que l'histoire se précise, car l'ALA n'est pas un nutriment comme les autres. C'est l'un des rares acides gras essentiels que le corps humain ne peut produire lui-même. Il doit venir de quelque part. Et pour la plupart des gens dans le monde moderne, ce quelque part a été simplifié en une réponse unique: le poisson. Mais sur le plan chimique, la situation est plus complexe. Les poissons ne craignent pas d'oméga 3 de manière isolée. Ils les accumulent à travers les chaînes alimentaires, commençant souvent par des algues et de plus petits organismes. Ce qui fait de l'océan non pas tant un point d'origine qu'un système de distribution, une voie de concentration. La périlla, en revanche, est une source végétale directe, non pas un substitut au sens d'imitation, mais un point d'entrée différent dans la même conversation nutritionnelle. Et cette différence est importante, car elle change notre façon de concevoir l'origine. Au lieu d'extraire les oméga 3 des écosystèmes marins, la périlla commence par une graine qui peut être cultivée, récoltée et transformée sur Terre. Cela ne la rend pas automatiquement supérieure, mais cela la rend structurellement différente. Et une fois que l'on a compris cette différence, la question suivante devient inévitable. Si une telle plante existe, et si elle est utilisée depuis des siècles, pourquoi n'est-elle jamais devenue le centre de l'histoire des oméga 3? Pour répondre à cette question, il faut délaisser un instant la chimie pour revenir à la vie quotidienne. Au Japon, la périlla, surtout sous sa forme de shiso, est entrée dans l'alimentation non pas comme un complément, mais comme un compagnon. Elle apparaissait aux côtés du poisson cru, non comme une décoration, mais comme faisant partie de la logique même de la dégustation. Elle apportait de l'arôme, de l'équilibre et, dans bien des cas, une valeur de conservation. En Corée, les feuilles sont devenues tout autre chose. Un aliment de base superposé au repas, enroulé autour d'autres mets, intégré à la routine quotidienne plutôt qu'isolé comme quelque chose de spécial. Ensuite, il y avait les graines pressées en huile, utilisées non seulement pour l'alimentation, mais historiquement à des fins pratiques comme combustible pour les lampes et traitement de surface. Ce détail semble minime, mais il révèle quelque chose d'important. La plante n'était ni rare, ni fragile, ni expérimentale. Elle était assez fiable pour remplir de multiples fonctions. Une plante qui peut être à la fois un aliment, une huile et un outil utilitaire a tendance à appartenir à des systèmes stables et non fragiles. Et les systèmes stables deviennent souvent invisibles avec le temps, car les gens cessent de parler de ce qui fonctionne. Ils ne parlent que de ce qui est nouveau. C'est précisément là que la périlla commence à s'effacer, non pas dans les régions où elle était utilisée, mais dans celles où un autre récit nutritionnel prenait forme. Le tournant survient au 20e siècle. Et cette fois, il ne vient pas d'un champ ou d'une cuisine, mais de la recherche. Dans les années 1970, des études sur les populations du Groenland ont commencé à attirer l'attention sur la relation entre l'alimentation et la santé cardiovasculaire. À partir de là, l'histoire des oméga 3 marins a commencé à se figer en quelque chose de plus vaste qu'une simple observation. L'idée que les acides gras oméga 3 d'origine marine pourraient jouer un rôle protecteur a commencé à s'imposer. Avec le temps, cette idée est passée de l'observation à la recommandation, puis de la recommandation au produit. L'huile de poisson est devenue quelque chose qui pouvait être extrait, normalisé,
encapsulés et distribués. Cette transition est la clé, car une fois qu'un nutriment devient un produit, le récit qui l'entoure change. Il ne s'agit plus seulement de savoir où se trouve le nutriment, mais de savoir comment il peut être administré. L'huile de poisson s'est prêtée presque parfaitement à cette transformation. Elle pouvait être concentrée. Elle pouvait être mesurée. Elle pouvait être conditionnée en unités identiques. Elle pouvait être vendue sous forme d'achats répétés, indépendamment de la cuisine, de la culture ou de la géographie. La périlla ne s'intégrait pas aussi facilement dans ce modèle, non pas parce qu'elle manquait de valeur, mais c'est parce qu'elle appartenait à une autre catégorie. Elle s'était toujours liée à la terre, aux graines, au cycle de récolte, aux goûts régionaux, à des pratiques qui ne pouvaient être réduites à une simple capsule. Même son composant nutritionnel, le plus puissant, la LA, ne se traduisait pas aussi clairement dans le même message que les oméga-3 marins, articulés autour de l'EPA et du DHA, et directement liés à des allégations de santé spécifiques. Ainsi, le récit s'est rétréci. Ce rétrécissement ne s'est pas produit en un seul instant ou par une décision unique. Il s'est produit progressivement, par accumulation. Une étude, un produit, un slogan marketing, une explication simplifiée sur la provenance supposée des oméga-3. Ça c'est. Et au fil du temps, les voies alternatives se sont tuées. La périlla n'a pas disparu, mais elle a cessé de faire partie de la conversation. Et quand quelque chose s'absente de la conversation assez longtemps, on finit par avoir l'impression que cela n'a jamais existé. C'est pourquoi, des décennies plus tard, lorsque des études modernes se penchent de nouveau sur la périlla, les résultats semblent surprenants, bien qu'ils ne soient pas nouveaux. Des essais cliniques sur l'homme commencent à examiner des composés spécifiques de la plante, tels que l'acide rosmarinique, et leur effet sur l'inconfort saisonnier. D'autres études examinent comment l'huile de péril se comporte dans l'organisme, comment ces acides gras apparaissent dans le plasma sanguin après consommation, et comment elles s'intègrent dans des voies métaboliques déjà bien comprises. Rien de tout cela n'est mystique. Rien de tout cela n'est soudain. C'est le lent processus de traduction d'une plante ancienne dans un langage moderne. Et dans cette traduction, quelque chose devient clair. La pérille n'a jamais été en dehors de l'histoire des oméga-3. Elle était simplement en dehors de la version de l'histoire qui est devenue dominante. Et cela nous amène au moment présent. Car aujourd'hui, les conditions changent à nouveau. La question n'est plus seulement de savoir d'où proviennent les nutriments. Il s'agit de savoir à quel point les gens veulent être dépendants de systèmes qui les transforment, les raffinent et les livrent. Et c'est là que la dernière couche de l'histoire commence à prendre de l'importance, non seulement en tant qu'histoire ou chimie, mais en tant que possibilité. Au moment où la pérille réapparaît dans la recherche moderne, le monde dans lequel elle revient est très différent de celui dont elle est issue. La nourriture n'est plus seulement de la nourriture. Elle est catégorisée, séparée, transformée et souvent détachée de son lieu d'origine. Les nutriments sont discutés de manière isolée. Les ingrédients sont évalués non pas en fonction de leur existence au sein d'un système, mais par la facilité avec laquelle ils peuvent en être extraits. Et dans cet environnement, une plante comme la pérille crée une sorte de friction discrète parce qu'elle n'appartient pas à une seule catégorie. Elle peut exister sous forme de feuilles, de graines, d'huile, d'éléments d'un repas ou de culture à très petite échelle. Cette flexibilité n'est pas une faiblesse, mais elle rend la plante plus difficile à réduire à un usage unique. Et c'est précisément pourquoi elle recommence à compter maintenant, car la question moderne commence à évoluer. Non plus seulement « que dois-je prendre ?» mais « que pourrais-je cultiver, utiliser ou comprendre directement ?» C'est là
que la pérille revient sur le devant de la scène d'une manière nouvelle. Non pas comme un remplacement de tout ce qui est venu après elle, mais comme une voie alternative qui n'a jamais totalement disparu. Si vous, elle, ne dépend pas d'une région spécifique pour survivre. Dans les bonnes conditions, elle peut être cultivée dans de petits espaces, dans des environnements contrôlés, voire dans des installations simples qui ne ressemblent en rien à l'agriculture traditionnelle. C'est de là que vient l'idée moderne du bac de culture. Non pas de l'affirmation qu'un seul contenant puisse résoudre la nutrition pour toujours, mais d'une observation beaucoup plus simple. Une plante qui produit des composés utiles n'a pas besoin d'être industrialisée pour être pertinente. Elle a simplement besoin d'être accessible. La pérille, elle peut être cultivée pour ses feuilles ou laissée à maturité pour la production de graines. Elle peut être abordée comme une micropousse, comme une herbe aromatique ou comme une culture saisonnière selon la façon dont elle est traitée. Et chacun de ces choix change ce que l'on en retire. C'est ici que la confusion initiale de l'histoire commence à se résoudre, car toutes les formes de la plante n'ont pas le même poids nutritionnel. Les feuilles sont appréciées pour leur saveur, leurs composés et leur rôle dans l'alimentation. Les micropousses peuvent concentrer certaines vitamines et antioxydants selon la façon dont elles sont cultivées. Mais le signal d'oméga 3, le plus fort, pointe toujours vers les graines et l'huile qui en est extraite. Cette distinction est importante, car elle sépare ce qui est pratique de ce qui est exagéré. Cultiver de petits lots de verdure à l'intérieur peut vous donner accès à certains composés bénéfiques. Cela peut vous reconnecter à la plante. Cela peut réduire la distance entre la production et l'utilisation. Mais ce n'est pas la même chose que de produire des graines riches en huile à grande échelle. Et cela n'a pas besoin de l'être, car le véritable but n'est pas de transformer un bac en usine. Le véritable but est de comprendre que le système auquel nous sommes habitués n'est pas le seul qui existe. Pendant longtemps, le modèle dominant a été le suivant. Les nutriments sont extraits ailleurs. Ils sont transformés, raffinés, standardisés. Ils vous sont livrés sous une forme finie. La pérille représente une logique différente. Elle commence plus près de la source. Elle commence plus près de la nourriture, plus près de la culture, et plus près de quelque chose qu'une personne peut manipuler, observer et ajuster sans avoir besoin d'une chaîne industrielle entière derrière elle. Cela ne signifie pas qu'elle remplace tout, mais elle change la relation. Et une fois que cette relation change, l'histoire qui semblait si figée au début commence à s'ouvrir à nouveau. Car l'hypothèse d'origine était simple. Les oméga 3 proviennent du poisson. Mais ce n'était jamais le tableau complet. C'était une version de l'image qui est devenue dominante à un moment donné, dans des conditions particulières, parce qu'elle s'adaptait au système qui était en expansion. La pérille ne contredit pas cette histoire, cette histoire. Elle l'élargit. Elle montre que la même conversation nutritionnelle peut commencer dans un champ plutôt que dans un océan, dans une graine plutôt que dans une capsule, dans une plante qui n'a jamais été perdue, seulement négligée par un système qui a appris à valoriser d'autres choses. Et quand on voit les choses ainsi, il ne s'agit plus de choisir une source plutôt qu'une autre. Cela devient autre chose. De quel type de système voulez-vous dépendre? Un système qui vous livre tout déjà transformé et décidé, ou un système qui laisse encore de la place à un savoir qui peut être cultivé, manipulé et compris directement? La pérille ne répond pas à cette question à elle seule, mais elle change la perception de la question car elle nous rappelle que certaines des choses les plus utiles au monde ne sont pas de nouvelles découvertes en attente d'être trouvées. Ce sont des systèmes plus anciens qui fonctionnent toujours discrètement, en attendant d'être à nouveau remarqués. Et une fois qu'on les voit, il devient beaucoup plus difficile de croire que la version moderne de l'histoire a un jour été la seule.